Gbagbo voulait prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, Blaise, ayant des intérêts sur la Côte d'Ivoire, a donc décidé, les deux, de faire un deal. Blaise dit, je te donne 20 millions de francs CFA par mois à partir du mois de janvier 1989 jusqu'à ton accession au pouvoir, en contrepartie. Quand tu arrives au pouvoir, accorde-moi des facilités au port de San Pedro et essaie de voir comment tu peux naturaliser les 3 millions de Burkinabés qui sont rentrés en Côte d'Ivoire depuis 1930 jusqu'à nos jours. Maintenant, Blaise a respecté son contrat jusqu'à l'an 2000. Il a même proposé un bonus de former des militaires ivoiriens qui, au cas où Houphouët-Boigny persistait au pouvoir, qui peuvent organiser une opération pour le renverser. Ces militaires-là, on les connaît, c'est le colonel Oulata, c'est même Dakouda qui a suivi même des formations, c'est le capitaine Akapia. Tout cela, c'est sous Blaise que ces gens ont été formés. Nous avons salué l'arrivée des militaires au pouvoir. Tout comme les socialistes et les démocrates portugais avaient salué en 1974 l'arrivée des militaires. La révolution des Aïeux. La révolution des Aïeux. Dans les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Il faut comprendre les dispositions. Tu as du personnel sur place, tu as des soldats. Bon, il faut aller pour sécuriser la présidence. Parce que d'ici ce soir, il faut que je fasse un tour symbolique à la présidence. Vous comprenez? Dès que j'ai demandé à la CNE d'aller siéger et de proclamer les résultats officiels, dès qu'ils vont le faire, je vais aller faire un tour symbolique à la présidence avec mes gardes. Ce n'est pas pour rester, c'est juste pour faire un tour symbolique, voir, et puis je vais revenir. En ces jours, les 25 et 26 octobre 2000, parce que Dieu Tout-Puissant, qui détient la royauté, le pouvoir et l'autorité des hommes, a effectivement utilisé puissamment un des vôtres, le commandant Oulata Gaoudi-Pierre, pour établir Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire et chef de l'État. Si je n'avais pas été aide du camp, commandant GSPR, chef du corps du 1er bataillon d'infanterie et commandant les camps d'Aquilo, en octobre 2000, Gbagbo Laurent n'aurait jamais été président de la République. C'est donc aussi l'armée qui a imposé Gbagbo au pouvoir les 23, 25, 26 octobre 2000. Ce n'est pas le combat et la victoire du FPI. Et c'est moi, inspiré par le Saint-Esprit, qui a forcé Gbagbo à prêter serment le 26 octobre 2000. Il le sait, demandez-lui. Est-ce qu'un putschiste, on doit lui confier un pays? Quel est le regard que vous jetez sur cette alliance des États du Sahel, sur cette AES? Un bon regard. Célébrons nos héros quand ils sont vivants. Souhaitons beaucoup de chance, beaucoup de courage au capitaine Ibrahim Traoré, à Assimi Koïta et Atmani du Niger. C'est important que de leur vivant, ils sachent que nous sommes avec eux. C'est mon élève syndicaliste et politique. Et je dis à ceux qui veulent connaître mieux Laurent, je dis il y a plusieurs Laurent Gbagbo. Le Laurent Gbagbo étudiant syndicaliste, le Laurent Gbagbo citoyen ordinaire, le Laurent Gbagbo homme politique et le Laurent Gbagbo chef d'État. Ces 4 individus sont différents. Bon, moi, ça me ferait très mal qu'on qualifie M. Laurent Gbagbo de panafricaniste. Et moi-même, je pensais qu'il était panafricaniste quand il était à l'opposition, à travers les discours qu'il tenait. C'était un monsieur que j'admirais beaucoup à travers les discours qu'il tenait. Mais une fois que je l'ai vu à l'œuvre, à l'action, donc ça me fera sourire d'entendre que M. Laurent Gbagbo est un panafricaniste. Le panafricanisme, c'est l'affirmation que
la nation africaine est possible, la République africaine intégrale est possible à partir du dépassement des blessures de la traite des Noirs et de la colonisation. Or, Laurent Gbagbo veut d'une Côte d'Ivoire qui appartienne strictement aux Ivoiriens. Donc il veut la fin du panafricanisme ivoirien. Car avant Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire était une république de panafricanisme concret. C'était une république inclusive. À partir de Laurent Gbagbo, elle devient une république de panafricanisme abstrait. Une république où le panafricanisme est un pur dogme, un flatus vocis, un mot jeté en l'air, alors que les pratiques sont profondément anti-panafricaines. Laurent Gbagbo se présente dès lors comme un imposteur pour ceux qui analysent réellement ces pratiques politiques. Le Front populaire ivoirien, le parti que nous avons fondé avec M. Laurent Gbagbo, se voulait un parti panafricaniste et un parti de gauche. Dès 1994, les signes étaient là. Les signes que le Front populaire ivoirien, parce qu'il a abandonné idéologiquement la ligne, parce qu'il était en rupture avec la philosophie politique que nous incarnons, parce qu'il avait épousé tout ce qui était bon pour arriver au pouvoir, il fallait le faire. Il était évident que ce parti utilise la violence que nous avons vu exprimer, que ce parti essaie d'utiliser les étrangers comme faire valoir pour exprimer sa violence. Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985 de nationalité malienne. Diarra Abdoulaye, né en 1961 de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, né en Modoun Diaye, Mohamed Kamara, Jean-Pierre Zungrana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé. J'adressais la vice-présidente. Dès le départ, on voulait fabriquer un dictateur, un tueur. Des petits marginaux meurent, on dit Gbagbo a tué. Et pourtant, ces cercueils qu'on aligne, comme les investigations de plusieurs organisations des droits de l'homme le prouveront, ce sont ceux de victimes des escadrons de la mort sous le commandement de Laurent Gbagbo et de son entourage immédiat. Il ne s'agit donc pas de petits marginaux, comme le lance avec condescendance et mépris le président ivoirien. Devant l'ampleur des massacres et contre l'orthodoxie religieuse et les valeurs culturelles dans le pays, c'est parfois dans des fosses communes qu'on enterre les victimes. Sous Laurent Gbagbo, les morts ont souvent une religion, l'islam. Sous Laurent Gbagbo, les morts ont souvent une origine, le nord de la Côte d'Ivoire. Sous Gbagbo, les morts ont souvent une coloration politique, l'opposition. Le génocide, c'est la volonté de destruction de tout parti d'un peuple en raison de son caractère national, racial, ethnique. Et on a pu le voir dans l'histoire avec ce qui s'est passé à Auschwitz, le génocide juif, mais aussi le génocide arménien en 1916 ou le génocide rwandais en 1994. La destruction se fait pour ce qu'on est. Alors, dans le cas de la Côte d'Ivoire, les ingrédients étaient réunis. Et une tendance génocidaire était déjà sur place parce que plusieurs aspects peuvent être soulignés, c'est-à-dire qu'une idéologie, l'idéologie de l'ivoirité, c'est-à-dire de la différence, mais de la différence meurtrière. On était à la limite, au stade de l'épuration ethnique. C'est certain qu'on était arrivé au stade de l'épuration ethnique. Les musulmans ont été ciblés parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Des imams ont été assassinés, souvent dans les lieux de culte ou dans leurs maisons, et quelquefois avec certains membres de leur famille. Tout homme sensé
ne devrait pas tolérer les attaques des lieux de culte. Notre civilisation est basée aussi sur le fait culturel qu'est la religion. On ne devrait pas tolérer les attaques des lieux de culte. Le jour où les hommes sont assez en colère pour attaquer les lieux de culte, c'est que l'humanité va vers la déshumanisation. Certains Ivoiriens se sont-ils donc laissés déshumaniser sous Laurent Gbagbo quand des lieux de culte sont attaqués, exclusivement des mosquées, contre lesquelles les partisans de M. Gbagbo vont s'acharner. Une punition collective infligée aux membres de cette communauté pour leur soutien supposé à l'opposant Alassane Ouattara, lui-même musulman. Les 10 années de Laurent Gbagbo ont clairement été marquées par un basculement de plus en plus important du pays dans la violence, une généralisation de la violence. Et effectivement, je pense qu'on ne saura probablement jamais exactement, disons, le bilan en termes de victimes de cette période. Mais évidemment, dans ce bilan, il faut intégrer, disons, les victimes des exactions commises par les forces de sécurité ivoiriennes à la solde de Laurent Gbagbo, par les différentes milices. C'est notamment à travers les journaux que lui et ses proches ont créé que Laurent Gbagbo et sa formation, le Front populaire ivoirien, endoctrinent méthodiquement une partie des Ivoiriens. La stratégie de propagande consiste d'abord à brandir le chiffon rouge des étrangers envahisseurs, essentiellement des pays voisins, désignés à la vindicte populaire. Ensuite, le pouvoir, dans sa volonté de réduire l'électorat hostile du Nord à sa plus simple expression, assimile une partie des Ivoiriens de cette vaste région de savane aux immigrés burkinabés, maliens, guinéens et autres Nigériens avec lesquels ils partagent bien de langues locales, de patronymes et même la religion musulmane pour une partie. Il s'agit donc de faire de la majorité des Ivoiriens du Nord des apatrides et donc de leur retirer le droit d'être éligibles et de voter. La gauche ivoirienne, de manière imperceptible, cette gauche incarnée par le Front populaire ivoirien, s'est progressivement emparée du logiciel de pensée de l'extrême droite, de la droite, de l'autochtonisme, de l'identitarisme. La haine venait de trouver un allié de taille. Laurent Gbagbo bâtira sa stratégie électorale autour de la disqualification de son principal adversaire politique, Alassane Ouattara, à qui lui et ses propagandistes ont cru trouver des origines burkinabées. Un extraordinaire reniement et une injure à la mémoire politique récente de la Côte d'Ivoire que ses partisans se refuseront de constater. En effet, quelques mois avant son accession au pouvoir, et alors qu'il était en alliance avec Alassane Ouattara dans un front républicain, Laurent Gbagbo déclarait Urbi et Orbi que dénier la nationalité ivoirienne à celui qui avait été le tout premier Premier ministre de la Côte d'Ivoire relevait de l'inconséquence et que ce dernier avait toute la légitimité pour prétendre diriger le pays. Mais là, est passé, hein? La guerre civile n'avait pas encore éclaté, mais Laurent Gbagbo se comportait déjà en chef de guerre et non comme le président au-dessus de la mêlée et rassembleur que le pays profondément déchiré dont il prend les rênes était en droit d'espérer. Notre priorité, c'est de pleurer nos militants qui sont décédés et de procéder à leur enterrement. Nous avons expliqué au président Laurent Gbagbo que dans l'immédiat, nous sommes préoccupés et je l'ai dit, notre priorité, c'est de pleurer nos morts, c'est d'enterrer donc nos militants qui sont décédés. En lieu et place d'une politique d'apaisement que nombre de chefs d'États africains et d'observateurs internationaux lui conseillent, le discours du nouveau régime se durcit vis-à-vis de ses opposants, notamment contre le nordiste Ouattara. Empêché de se présenter à la présidentielle par le régime militaire de transition dans lequel Laurent Gbagbo et ses lieutenants ont joué un rôle de premier plan, le pouvoir de M. Gbagbo lui refuse la possibilité d'être candidat aux législatives de décembre 2000. Le président ivoirien prononcera une fatwa restée célèbre dans les annales politiques de la Côte d'Ivoire. Tant que moi, Gbagbo, serai président, Ouattara ne sera candidat à aucune élection en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que le sentiment d'exclusion et de marginalisation du septentrion ivoirien a été renforcé.
les Ivoiriens à patronyme nordiste deviennent l'objet de tracasseries absolument insupportables. On arrache des pièces d'identité lors des contrôles, on affirme à haute et intelligible voix que les Ivoiriens les plus douteux sont ceux du Nord, alors que, comme le dit une chanson de Tiken Jah Fakoly, pratiquement dans ces années-là, il y a des Kofi au Ghana et au Togo, il y a de la même façon, évidemment, des Kwame dans toute la région. On ne peut pas partir d'un patronyme pour déterminer une appartenance citoyenne. Cette politique d'exclusion active, violente, forcenée, cette politique de méfiance, voilà la forme ultime que va connaître la haine ivoiritaire. Et c'est cette forme ultime, se traduisant par la déchéance de nationalité de milliers d'Ivoiriens, l'exil de nombreux soldats qui sont pourchassés, non pas pour des actes, mais pour des velléités qu'on leur attribue, c'est tout cela qui va constituer la conscience de la résistance ivoirienne. Dans la nuit du 18 au 19 septembre, un groupe d'officiers, de sous-officiers et d'hommes de rang du nord de la Côte d'Ivoire échoue à renverser Laurent Gbagbo. La tentative de putsch se mue en une rébellion avec comme principale revendication la reconnaissance de leur citoyenneté. C'est un ancien leader de la FESI, syndicat étudiant, Guillaume Soro, qui prend la tête de la branche politique de la rébellion, qui occupe rapidement les principales villes du Nord et tente de progresser vers le Sud. Le but de la révolte, c'est d'obliger le pouvoir installé à Abidjan à reconnaître pleinement aux Ivoiriens du Nord les mêmes droits qu'à ceux des autres régions. La suite est connue. L'armée française s'interpose et impose une partition de facto du pays. Même si le visage de la rébellion est un chrétien, dans une stratégie digne de Machiavel, le pouvoir de Laurent Gbagbo tente de rallier les puissances occidentales en faisant passer les rebelles ivoiriens pour des terroristes islamistes. La rébellion éclate en effet environ un an après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, et le monde occidental est encore sous le choc de ce traumatisme. Le soir où des militaires se mutinent dans ce qui allait se transformer en rébellion, le président Gbagbo est en visite en Italie, mais il dirige les opérations par téléphone. La stratégie mise en place est une sorte de nuit des longs couteaux à l'ivoirienne, pendant laquelle Laurent Gbagbo décide de se débarrasser de tous ses opposants. Un commando est envoyé chez l'ancien chef d'État, le général Robert Guéhi. Il a réussi à s'échapper juste à temps, mais son épouse, tous les membres de sa famille et même le personnel de maison présent sont froidement assassinés. Les militaires à ses trousses le retrouvent dans une cathédrale où il a trouvé refuge. Il est exécuté et son corps jeté dans la rue. Le même commando se rend au domicile de l'opposant Alassane Ouattara, qui a le temps de se réfugier avec son épouse à la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne, mitoyenne. L'autre grande figure de l'opposition, Henri Konan Bédier, a la vie sauve grâce à la rapidité avec laquelle sa garde le cache chez son voisin. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va brûler. Ça là, il faut vous attendre à ça. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va prendre feu. À coup sûr. Je le dis depuis longtemps. Les gens pensaient que ils ont fait des tapages. Ils ont fait des tapages pour que le PPACI, selon eux, le PPACI va me sanctionner. Quand j'ai montré aux gens comment on fabrique les cocktails Molotov, ils ont pensé que le parti allait... Mais c'est la position du parti qui est là. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va prendre feu. C'est notre position qui est là. Mais ils veulent qu'on se batte. Mais qu'ils sachent qu'on se battra. Hein. C'est pas comme ça qu'on se bat. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Et je me bats depuis que j'ai 18 ans. Et on ne m'a pas encore vaincu. Si je suis debout, c'est que je sais me battre. Je sais recevoir les coups, mais je sais en donner. Ils veulent qu'on se batte. On va se battre. Je vais me battre pour mon honneur et je vais me battre pour la Côte d'Ivoire. Attention, vous êtes en train d'aller trop loin. Trop, c'est trop. On m'appelle Gbagbo Laurent. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Je suis congolais. Donc, je suis bien placé pour dire la vérité. Et que les gens nous entendent.
Si Alassane Dramane Ouattara se présente, comme il a dit le 7 août, nous allons brûler la Côte d'Ivoire. Si Alassane, j'assume mes propos, si Alassane Dramane Ouattara se présente, nous disons à la jeunesse de la Côte d'Ivoire, nous allons brûler là. Nous allons rendre ce pays-là ingouvernable. Les gars commencé à toucher mieux en même temps. Ils ont tout cassé. Ouais, c'est qui a payé les gens. C'est Jason. Le bus même. Je me nomme Kwame Josué. Je suis né le 23 décembre 1988 à Abidjan-Yopougon. Je suis un membre de la sécurité du PPACI. Dans la nuit du vendredi à samedi, avec une quinzaine de personnes au maximum, nous avons perpétré des troupes au niveau de Senga jusqu'au niveau bureau. C'est étant au niveau bureau que nous avons fait du vandalisme sur le bus et cassé la voiture des policiers. La mission a été coordonnée par Eric Gogo, suivi de Zoyake, avec les différents états-majors qui sont moi-même présents, Zoenza, et c'était le juif, Broko Amel, Loba. C'est en cela que nous avons continué nos routes et que nous avons créé la psychose dans la commune d'Abidjan pour le compte du PPACI. Voilà un peu ce qui s'est passé. Moi c'est Zoenza, mon grand frère Zoya qui m'avait approché depuis l'annonce du président de se présenter, de côté pour pouvoir faire les manifestations. Et là, il m'avait donné 300 000 francs pour payer les matériels taser, les bâtons, les bombes lacrymales et les téléphones. Et après cela, on a choisi des cibles. Et la seuil, quand on est parti, on a dit que ce n'était pas possible. Et on est venu à la mairie. À la mairie, le gardien nous a découvert, moi, j'ai quitté les lieux. Et le jour qui suivait, ça, on a fait la manifestation de Gandhi sur la grande voie. On a manifesté, on a brûlé un bus, puis cassé une voiture de police. Donc voilà un peu. Bonsoir. Cet effet, vous avez un communiqué à nous livrer. Oui, tout à fait. Dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 août 2025, aux environs de 23 h, la commune de Yopougon a connu des moments de violence graves ayant entraîné l'incendie d'un autobus La Soutra et la destruction d'un véhicule de police. Informés de ce qui se préparait dans notre pays, depuis les annonces de certains partis politiques, les forces de police et de gendarmerie, bénéficiant de renseignements crédibles et concordants, étaient prêtes et ont réagi promptement, ce qui a permis d'appréhender 11 individus à ce jour. En raison de la gravité des faits, dont l'objectif de leurs auteurs est de créer la psychose au sein des populations quelques mois avant les élections présidentielles, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a décidé de communiquer afin d'enlever tout doute dans l'esprit des concitoyens et des partenaires de la Côte d'Ivoire. C'est le sens de l'élément vidéo qui sera présenté tout à l'heure et qui contient les aveux recueillis par nos services en toute légalité de l'un des exécutants des violences de la nuit du vendredi 1er au samedi 2 août 2025. C'est le lieu d'indiquer aux Ivoiriens et aux populations vivant en Côte d'Ivoire que les forces de l'ordre ivoiriennes sont aujourd'hui organisées et bien formées. Elles disposent en outre de moyens tant humains que matériels pour anticiper les événements ou les gérer dans le respect des droits de l'homme.
Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité voudrait rappeler à l'ensemble de l'opinion que dans notre pays, aucune interpellation ne se fait de façon arbitraire. Le ministère assure de la judiciarisation de tous les délits, mettant ainsi fin aux vagues d'exécutions sommaires et arbitraires que notre pays a connues à ces heures les plus sombres. Toutes les personnes mises en cause seront donc remises dans les mains de la justice, comme cela s'est toujours fait depuis 2011, et conformément aux pratiques dans tout état de droit. Enfin, en exécution de ses missions régaliennes, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité tient à rassurer l'ensemble des populations du plein engagement des forces de sécurité à maintenir et garantir l'ordre, la sécurité et la paix dans notre pays. Le ministère tient à mettre en garde les instigateurs et les complices de ces violences, que force restera à la loi. En outre, toutes les personnes impliquées dans ces projets funestes seront recherchées, appréhendées et répondront de leurs actes devant les tribunaux. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous le disiez à l'instant,